Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle webconférence organisée par KCIS et Crédit Agricole SA. Je suis Cédric Renaud, le responsable du bureau matières premières agricoles à KCIS et je suis accompagné ce matin de mon collègue Xavier Casdan. Bonjour à tous. Bonjour Xavier, expert filière grande culture au sein de Crédit Agricole SA. Alors ce matin, la réunion est simple, le sujet est simple. Que retenir des marchés et quelles perspectives pour 2024, on parle de marché des grains et du complexe oléagineux. Alors Cédric, on a un sommaire assez complet. Avant de rentrer dans le détail des principales matières premières, que peux-tu nous dire sur les principaux points macroéconomiques ? On va commencer effectivement, Xavier, par une présentation succincte de la macroéconomie. Alors devant vous, vous avez deux graphiques. À gauche, les prévisions de croissance mondiale et à droite, les prévisions d'inflation. On a eu tout d'abord sur la croissance mondiale un début d'année 2023 plutôt vigoureux avec une baisse notamment des prix de l'énergie et la réouverture de la Chine. Ce qui est important de retenir, c'est qu'on a une croissance mondiale qui devrait continuer de baisser sur l'année 2024. On devrait atteindre 3% en fin d'année 2023 et les attentes des économistes pour 2024 est autour de 2,7%. Du côté de la zone euro, on a un peu la même dynamique. On a une croissance sur 2023 qui devrait atteindre 0,6%, pardon, et un relèvement de cette croissance en zone euro pour 2024 à 1,1%. Aux États-Unis, on a aussi également une baisse de la croissance. On revient légèrement en dessous des 2% à 1,7% pour les États-Unis. L'année dernière, on était plutôt autour des 2,2% pour cette année en 2023 marqué, et là on devrait être autour de 1,3, 1,6% aux États-Unis sur 2024, avec une faible demande et une dégradation de la confiance des consommateurs et des ménages. Et enfin, sur la Chine, on voit que sur 2023, la Chine devrait finir autour des 5,1%. Et finalement, les attentes des économistes pour 2024 sont également en baisse, avec un chiffre autour des 4,6% en raison d'une faible demande interne et des problèmes structurels, notamment du marché immobilier en Chine. Donc on a plutôt à retenir un ralentissement de l'économie chinoise attendue pour 2024. À droite, vous avez les prévisions d'inflation. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que l'inflation globale, elle, diminue, mais on a une inflation, ce qu'on appelle sous-jacente, donc hors alimentation et énergie, qui devrait rester élevée, qui devrait résister dans de nombreuses économies, même si, comme vous voyez sur le graphique, elle a plutôt tendance à baisser entre 2022 et 2024. Donc ce point sera également à suivre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et donc ce qui est important de noter, c'est qu'au final, on ressent bien l'effet des resserrements des politiques monétaires au sein des économies, mais pour le moment, les taux d'inflation n'arrivent pas à revenir sur le seuil attendu par les banquiers centraux, donc c'est-à-dire autour notamment des 2%. Sur la slide suivante que vous avez devant vous, je me suis attardé à faire un focus sur la zone euro. À gauche, vous avez l'évolution de l'euro-dollar depuis un an, et à droite, les indices PMI en zone euro. Très simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'euro-dollar, lui, est en hausse de près de 4% sur une année. Il vient s'échanger globalement autour des 1,07 $. Pour rappel, l'année dernière, l'euro-dollar s'échangeait autour des 1,0383 pour un dollar. La devise européenne reste bien orientée, vous pouvez le voir sur le graphique, dans un canal haussier depuis octobre. Et en octobre, rappelez-vous, on avait fait une incursion sous le seuil des 1,05 $ à 1,0450. Et depuis, on est plutôt bien orienté. L'euro-dollar va continuer d'évoluer en fonction des annonces des banques centrales, que ce soit la BCE ou encore de la Réserve fédérale. Pour l'instant, le point clé à suivre, c'est la zone des 1,08 $ et le premier support est autour des 1,0650. En aparté, au niveau des taux d'intérêt des banques centrales, le marché anticipait à un moment donné pour 2024 des baisses sur le premier trimestre. Au regard des dernières déclarations, que ce soit du côté de la vice-présidente de la BCE ou encore de Jérôme Powell jeudi dernier, les banquiers centraux pour le moment ne sont pas prêts à
à relâcher en fait la pression sur les taux d'intérêt. Les économistes s'attendent plutôt à un ajustement et une première baisse pas avant l'été 2024. Donc les taux d'intérêt devraient rester élevés encore pendant un long moment tant que l'inflation n'est pas jugulée. Sur la droite, vous avez l'indice, les indices PMI, donc Purchasing Managing Index, donc les indices des directeurs d'achat. Ce qu'il faut retenir, vous avez trois courbes, l'indice PMI composite, le manufacturier et le service. Les trois en fait sont en baisse. On a l'indice manufacturier en fait qui revient sur un niveau très bas depuis un long moment, depuis près de 7 mois. Aujourd'hui, on a une contraction de l'activité. Sur l'indice manufacturier, on a quand même une baisse notable des commandes, mais on a également une baisse des stocks de produits finis, ce qui veut dire que le ratio commande sur stock remonte légèrement depuis mars. Donc ça reste quand même intéressant, mais on voit qu'il y a un essoufflement du secteur manufacturier, il y a une contraction. Et ça se ressent notamment dans l'emploi où il y a une dégradation des emplois dans le secteur manufacturier en Europe. Pour les services, c'est un peu la même chose. On a une dégradation de l'activité des services en Europe. Les emplois ne sont pas encore totalement dégradés, mais on voit et on observe également un essoufflement. Ce qui est important de noter sur l'indice manufacturier, qui est la courbe en noir sur votre écran, c'est qu'on revient quasiment à un plus bas depuis près de 10 ans sur la zone euro, si on enlève la pandémie. Donc voilà, ça c'est un point à noter. Ça montre bien également l'essoufflement de la zone euro actuelle. Très rapidement, j'ai voulu faire un focus sur la situation américaine. Je voulais m'arrêter ce matin sur non pas les entreprises, mais plutôt la partie particulière, voilà, les consommateurs. Vous avez deux graphiques. Celui de gauche, c'est l'intérêt sur les intérêts sur les cartes de crédit aux États-Unis, toute banque commerciale. Donc on voit que les taux d'intérêt sur les cartes de crédit aux États-Unis atteignent des sommets. On est dans une situation plutôt quasiment intenable puisqu'on est sur des taux au-delà de 20%. Je crois à date, on est à 25% de taux d'intérêt. On est sur du plus haut depuis 25 ans. Et les dettes sur les cartes de crédit dépassent du coup les 1000 milliards de dollars. Voilà, c'est un chiffre incroyable. Alors d'autant plus que l'économie américaine est la seule économie en fait occidentale où le niveau d'épargne a baissé par rapport à la situation d'avant Covid. Donc on voit qu'il y a une dégradation de l'épargne des ménages. Les ménages en moyenne sont endettés de près de 10 000 dollars sur les dettes de cartes de crédit. C'est quasiment intenable. Moody's a dégradé les perspectives des États-Unis, notamment la dette et la note des États-Unis. Ce point sera à suivre, notamment sur la situation des consommateurs américains. Pour la Fed, c'est pas quelque chose de très négatif. La Fed reste positive sur cette situation en disant, c'est vrai que c'est dans la culture américaine de consommer, de surconsommer et de vivre à crédit. Ça montre que les consommateurs américains ont encore confiance dans l'économie américaine. Ce qui est aussi également important, et je voulais vous dire, je voulais le noter ce matin, en fait, Moody's estime que les intérêts de l'endettement américain devraient monter à 4,5% du PIB en 2033 contre, on a à peine 2 points de PIB, on était à 2 points de PIB en 2022. Donc ça montre bien qu'à un moment donné, cet endettement global et massif de l'économie américaine pourrait quand même impacter les marchés, du moins à moyen terme. Ensuite, on poursuit sur l'énergie. En un an, on va dire, l'image a changé. Si vous regardez, vous avez un graphique du gaz naturel. Donc, c'est le TTF néerlandais. On voit que d'une année à une autre, on a une baisse du contrat de près de 63%. Et le contrat revient sur la zone des 48 mégawattheures. Alors pourquoi ? Pour plusieurs raisons. On a déjà des niveaux de production qui sont très élevés. On a des conditions météorologiques qui sont très douces, vous le voyez actuellement. Et finalement, les productions élevées, des stockages élevés, on va voir juste derrière, ça montre qu'on pourrait avoir une pression baissière sur l'énergie et un retour, pourquoi pas, autour des 27 € mégawatt-heure. À noter, la semaine dernière, le secteur énergétique a connu sa pire semaine depuis le mois de mars, pétrole, gaz compris. On poursuit sur le focus et là, vous pouvez voir donc le niveau de stockage de gaz naturel. Donc, je me suis arrêté sur ce graphique et vous voyez devant vous donc le stockage de gaz naturel en Europe, on est quasiment à 100%, on est à 99,6%. On a une demande industrielle qui est en berne, on a une météo clémente, donc on a une pression sur les gaz, sur les prix du gaz européen.
Si vous regardez en fait le graphique, vous avez la moyenne 2013-2022 qui était autour des 71%. Donc ça montre bien que les gouvernements ont pris la mesure de la situation énergétique pour ne pas revivre les épisodes de l'an passé. Et finalement, on est plutôt bien positionné en termes de stockage pour se préparer à l'hiver qui arrive. Enfin, pétrole. Le pétrole, on a une reprise de la baisse sur le WTI et sur le Brent. Le Brent est venu chercher la zone des $80 la semaine dernière. Le WTI a également baissé. On a une crainte sur la demande mondiale pour 2024. Et puis finalement, on pouvait observer sur le graphique, entre juillet et quasiment jusqu'à octobre, les fonds ont acheté énormément de contrats sur le WTI avec en toile de fond le resserrement en fait des niveaux de production, notamment par l'Arabie Saoudite. Et puis finalement, ils ont revendu ces contrats sur une perspective d'une baisse plus forte de la demande mondiale et la position short n'était pas suffisante pour absorber. On a eu une sorte d'appel d'air et c'est vrai que le contrat aujourd'hui est tellement bien orienté à la baisse qu'on pourrait revenir chercher la zone des $70 sur le WTI. Donc voilà, on voit bien que pour le moment, la situation géopolitique au Moyen-Orient n'entraîne pas de prime de risque sur les contrats énergétiques. Enfin, un dernier point, je voulais vous parler du fret maritime. C'est un indicateur avancé de la croissance mondiale. Vous avez l'indice donc FBX devant vous qui montre en fait le prix d'un navire de 40 pieds. Et donc là, on voit que depuis le pic du 15 septembre 2021, où le coût pour un navire de 40 pieds, pour un conteneur de 40 pieds était à plus de 11 000 $. Aujourd'hui, on a une baisse énorme du taux de fret et on arrive autour des 1 222 $. Donc on a 89% de baisse en 2 ans. On a une économie du fret qui devient difficile à tenir avec énormément de licenciements. Le groupe danois Maersk a annoncé plus de 10 000 personnes qui seraient licenciées pour faire des économies de 600 millions de $. Et en fait, le gros problème également du fret maritime, c'est que en raison des profits accumulés sur les dernières années, les entreprises du fret ont racheté de nombreux navires et on a aujourd'hui une surcapacité avec un ralentissement de la croissance mondiale. Donc on a tous les ingrédients qui sont nécessaires pour une poursuite de la baisse ou du moins une consolidation sur les niveaux actuels. Voilà un petit peu pour le point macroéconomique. Maintenant, je vais laisser la parole à Xavier pour le bilan blé et une première analyse des fondamentaux. Merci Cédric. Donc concernant le blé, très vite pour regarder un petit peu les résultats liés à la récolte 2023, avec donc maintenant une bonne vision sur la partie hémisphère nord, dont toutes les récoltes ont été quasiment terminées. Pour noter 2-3 points importants, à nouveau le point fort concernant la Russie avec visiblement une seconde meilleure récolte avec pratiquement 92 millions de tonnes, ce qui permet à la Russie, et on y reviendra, d'avoir un énorme disponible exportable inondant le marché et posant quelques problèmes aux autres compétiteurs. Plutôt des bonnes nouvelles concernant les rendements réalisés finalement en Ukraine, avec profitant de conditions climatiques plutôt bénéfiques et avec donc l'atteinte de rendements plutôt records. Et puis finalement, concernant l'Amérique du Nord, notamment le Canada, des meilleurs résultats que prévus, avec la crainte bien entendu du fort déficit hydrique et d'une sécheresse persistante dans cette zone en particulier. Et puis l'Europe qui réalise globalement une récolte moyenne, j'y reviendrai un petit peu après. Là où tous les yeux sont rivés actuellement, c'est bien sur la partie hémisphère sud, avec donc des débuts de coupe qui ne permet pas aujourd'hui vraiment d'estimer la réalité des potentiels, notamment en Argentine. Mais là où les yeux sont vraiment focalisés, c'est sur l'Australie, avec, vous l'avez entendu probablement déjà, le retour du phénomène climatique El Niño après plusieurs années de la Niña, qui avait été plutôt bénéfique, bien entendu, pour ce pays en termes de production. Récolte 2022, une récolte record, pratiquement autour de 40 millions de tonnes. Aujourd'hui, même si cette condition climatique autour de El Niño a été intégrée, on est un peu plus rassuré avec des révisions à la hausse concernant le potentiel de production situé aujourd'hui entre 24 et 25 et 26 millions de tonnes. On va voir effectivement comment ça va se passer, mais plutôt des éléments positifs ces dernières semaines.
La autre question, c'est sur l'Argentine, hein, autre grand pays exportateur de blé, avec une situation de sécheresse persistante, hein, une situation sèche qui dure et qui fait revoir encore à la baisse, pour le coup, le niveau de production espéré autour de 15 millions de tonnes, alors que le phénomène climatique El Niño devait normalement apporter un peu plus de pluie, et donc on aurait pu espérer effectivement un niveau de production bien supérieur à tout ça. Donc globalement, une partie hémisphère nord qui devrait globalement compenser les déficits de production attendus donc sur ces deux pays-là. À noter enfin, particularité de cette année, de cette campagne 2023-2024, et notamment sur la partie hémisphère nord, la grande part de blé fourragé, en lien avec ce qui s'est passé sur l'Europe du Nord, hein, avec les pluies estivales qui ont vraiment dégradé la qualité dans un certain nombre de pays, en particulier d'ailleurs le nord de la France, et puis également sur quelques endroits en zone mer Noire, qui fait que cette part de blé fourragé est importante, et on pourrait se dire que concernant les prix du blé meunier, eh bien on pourrait avoir dans les prochains mois, prochaines semaines, plutôt une hausse parce que ce blé meunier pourrait manquer sur le court et sur le moyen terme. Alors tout ça pour quand même voir que sur cette campagne 2023-2024, on devait être quand même sur un bilan plutôt déficitaire, hein, au regard des informations issues du CIC, du Conseil international des grains, mais l'USDA c'est pareil, et les autres organismes aussi. Globalement, on devrait être plutôt, encore une fois, sur un bilan déficitaire, avec comme conséquence, a priori, plutôt une baisse des stocks fin de campagne chez les principaux pays exportateurs, et en particulier par rapport à la Russie, qui certes démarrait une campagne avec du stock report de la campagne précédente, cumulé avec une très très bonne récolte, mais comme ils font vraiment le plein en matière d'exportation, eh bien on s'attend à ce que les stocks fin de campagne en Russie, donc sur cette campagne 2023-2024, soit quand même plutôt révisé à la baisse. Donc une indication, une information qui nous indique que le bilan sur cette deuxième partie et fin de campagne 2023-2024 devait être un peu plus tendu que ce qu'on a pu voir sur cette première partie de campagne, et on regarde justement l'évolution des prix à travers les échéances donc sur Euronext. Là, vous avez les échéances décembre 2023 et septembre 2024 pour voir à l'œil nu que effectivement c'est plutôt baissier, hein, avec toujours des éventuelles volatilités liées à des décisions géopolitiques, hein. On va prendre surtout les discussions qu'il y avait avant le corridor, c'est-à-dire avant le 18 juillet dernier, le marché ayant anticipé le fait que ce corridor ne soit pas reconduit, eh bien les prix à ce moment-là avaient augmenté significativement pour très vite redescendre une fois que la décision avait été prise. Alors ces prix sont quand même tirés aussi à la baisse pour deux éléments, enfin il y a probablement bien d'autres éléments, mais les deux éléments essentiels, c'est d'une part l'Ukraine qui finalement arrive quand même à sortir des grains par, bien entendu, le Danube, mais aussi, malgré les bombardements d'ailleurs, mais aussi par le fait d'avoir recréé un corridor ukrainien qui a permis à un certain nombre de bateaux remplis donc de graines ukrainiennes par voie maritime, par la mer Noire, pour permettre d'écouler un peu plus de grains que prévu. Et donc ça, c'est venu alimenter, bien entendu, les prix plutôt à la baisse. Et puis le deuxième élément, mais qui est plutôt l'essentiel, c'est l'exportation, les exécutions records que la Russie a connues, en connaissant, quand on compare par rapport aux années précédentes, aux campagnes précédentes, encore une fois, des niveaux d'exportation records en ce début de campagne, avec le fait également quand même que les prix sont baissiers, mais on voit que ça reste quand même relativement stable avec la présence de mise en place de prix planchers. Alors prix planchers qui parfois sont amenés quand même à baisser, mais aujourd'hui ils ont l'air d'être bien respectés entre guillemets, et ce qui peut expliquer le fait de limiter effectivement cette baisse de prix au moins sur le court terme, sachant que sur la deuxième partie de campagne,
au regard encore une fois des fondamentaux, on pourrait s'attendre à ce que les prix prennent une tendance plutôt haussière. On y reviendra un petit peu après. Alors dans ce contexte-là, que dire sur la problématique française, c'est que quand on regarde l'évolution des exécutions campagne par campagne, et en particulier sur cette campagne 2023-2024, eh bien on est très très loin de ce qui s'est passé l'année dernière. On a profité, campagne 2022-2023, de l'absence en début de campagne de la Russie et de l'Ukraine en raison du conflit. Eh bien, pour cette année, c'est pas du tout le cas. On est extrêmement pénalisé par la situation et par l'offre pléthorique sur le marché, bien entendu, de la Russie, mais pas que. On peut noter aussi quelques autres pays de l'Union européenne de l'Est, notamment la Pologne et la Roumanie, qui viennent vraiment concurrencer l'origine française, alors que en termes de parité euro-dollar, comme l'évoquait tout à l'heure Cédric, la parité actuelle est plutôt favorable, encore une fois, aux origines européennes. Mais pour le coup, en France, on n'en profite pas beaucoup. Quand on regarde un petit peu la situation, le positionnement de nos prix par rapport à la concurrence, que ça soit le Maroc, que ce soit sur l'Algérie, on est vraiment très très loin. On est un petit peu hors course en ce début de campagne. Heureusement que la Chine est enfin revenue aux achats, et notamment l'origine française. Pratiquement 2,5 millions de tonnes ont été contractées. Le seul problème, c'est que l'exécution pour répondre à cette besoin, à ces achats de la Chine, ne démarreront que à partir du mois de décembre, étalés sur janvier et février, voire mars. Ce qui fait que aujourd'hui, le gros problème des silos portuaires, c'est que c'est encombré, les silos sont pleins et qu'on a vraiment du mal à écouler et à sortir notre blé français dans ce contexte-là, tout en bénéficiant encore une fois d'un stock, d'un disponible exportable plutôt conséquent, autour de 10 millions de tonnes. Donc, en règle générale, il faut bien se l'avouer, on est quand même effectivement plutôt présent en seconde partie de campagne en matière d'exportation vers les pays tiers. Donc du coup, ce qui s'est passé sur la récolte précédente a été plutôt un fait exceptionnel. Aujourd'hui, cette campagne, encore une fois, on revient sur, je dirais, un état un petit peu plus normal, sauf que, encore une fois, nos bilans, nos stocks sont bien remplis, et ce qui pose quand même quelques problèmes, notamment avec l'arrivée de la très bonne récolte de maïs. J'y reviendrai également. Alors, dans le même temps, quand on regarde un petit peu la situation des seuils de commercialisation auprès des agriculteurs, en fonction donc des différentes campagnes et des différentes récoltes, la récolte 2023, c'est le fait de subir pour les agriculteurs le plus haut des charges d'intrants et notamment d'engrais, et donc avec un seuil de commercialisation estimé par Piloté Serre Ferme, qui c'est un exemple, autour de 238 € la tonne concernant une ferme France. Alors bien entendu, il faut me prendre ça avec des pincettes. À partir du moment où, en fonction de vos assolements, vous avez la possibilité d'avoir des cultures industrielles, les niveaux de seuil de commercialisation seront probablement inférieurs, mais ça donne quand même une petite idée de ce que ça peut valoir, notamment quand on le compare avec les prix de vente, et on s'est aperçu que sur cette campagne 2023, liée à cette récolte 2023, il y a eu extrêmement peu d'engagement au moment où les prix étaient encore, où le prix des échéances cotées était quand même intéressante, c'est-à-dire à la fin de l'année 2022, début 2023, les prix étaient encore supérieurs à 300 €. Eh bien, il y a eu finalement très très peu d'engagement, ce qui nous fait dire que probablement dans un certain nombre d'exploitations agricoles, l'effet de ciseaux sera probablement d'actualité au regard, encore une fois, de ce seuil de commercialisation. Si on regarde la situation récolte 2024, en intégrant le fait que les charges, pour bon nombre d'entre elles, ont quand même bien baissé, et quand on regarde l'échéance septembre 2024, et à comparer avec ce seuil de commercialisation estimé autour de 214 € la tonne sur notre ferme France plutôt scope, encore une fois, eh bien là, il y a probablement des opportunités à saisir quand on regarde effectivement l'échéance en l'occurrence. Alors attention, au regard de ces échéances, il faut déduire bien entendu les bases pour vraiment avoir la notion de prix payé producteur. On est un petit peu déçu au regard, encore une fois, de la façon dont ça s'est passé sur cette récolte 2023, au point de constater que aujourd'hui, parce que les prix sont jugés trop bas pour un certain nombre d'agriculteurs, eh bien, la problématique de rétention de vente de la part d'un certain nombre de ces agriculteurs, quand on regarde un indicateur qui est finalement les stocks
en dépôt auprès des organismes stockeurs, coopératives ou négoces, qui sont sur des niveaux particulièrement élevés, rarement vus. Quand on regarde l'évolution depuis 2014, on est sur des niveaux autour de 2,2 millions de tonnes, ce qui représente encore une fois une part particulièrement importante et une information importante comme quoi les agriculteurs aujourd'hui ont plutôt un comportement de rétention de vente, ce qui pose problème d'ailleurs aux organismes stockeurs qui ne peuvent pas dégager bien entendu la matière première qui ne leur appartiennent pas, et donc ça c'est à souligner et on le verra un peu après, ça concerne bien entendu aussi les autres espèces. Alors par rapport à ça, Cédric, que peux-tu nous dire sur l'analyse technique concernant le contrat blé? Merci Xavier pour ce point fondamental. Avant d'aller sur l'analyse technique, quelques points d'intention. Tout d'abord côté météo, donc hémisphère nord, vous voyez au quotidien de nombreuses pluies, un excès d'eau sur une grande partie de l'Europe, en France notamment, avec un retard du coup sur les semis de blé d'hiver. On a quasiment 25 points de retard selon le dernier rapport de CEROS par rapport à l'année dernière. On a 67% seulement des semis réalisés. La moyenne est la moyenne 5 ans est autour de 74, je crois, et l'année dernière était à 91%. Donc ça montre bien le retard que nous avons accumulé, avec des grosses zones, notamment la Charente, la Bretagne et le Nord, où il y a des gros problèmes, notamment de travail dans les champs. Autre point à suivre, la ceinture américaine de blé, pour le moment tout se passe bien, on a plutôt des conditions sèches, assez chaudes, enfin des conditions favorables pour les semis de blé d'hiver, avec un rating au plus haut depuis de nombreuses années, depuis les 4 ou 5 dernières années. Côté Russie, Ukraine, tout se passe pour l'instant très bien également sur les semis. On avait la partie centrale où il y avait un manque d'eau. Finalement, les dernières pluies d'octobre ont permis de rassurer sur la situation. Et puis ensuite, on va se tourner très rapidement sur l'hémisphère sud. 2 points. En Australie, finalement, les cultures semblent pour le moment résister un peu plus que prévu par rapport au phénomène climatique El Niño. C'est le cas notamment du canola. Le canola, on devrait être sur une production autour de 5 millions de tonnes. Ce serait la 3e récolte. Donc, ça viendrait alourdir le bilan colza et on en reparlera tout à l'heure. Et puis après le Brésil. Bon, le Brésil, on a une situation un petit peu différente en fait. On a une partie du Brésil où les conditions sont trop sèches, une autre où les conditions sont trop humides. Le problème, c'est que finalement, on devrait avoir une récolte de soja qui pourrait être retardée. D'ailleurs, ce point redonne de la compétitivité à l'origine américaine, puisque les acheteurs chinois se tournent vers l'origine américaine. Mais le point d'attention des opérateurs, c'est surtout que ça devrait décaler en fait les emblavements de maïs de la seconde récolte, la safrinha, et ce point pourrait tendre le bilan maïs. Voilà un petit peu pour le côté météo. Si on regarde donc sur le mois d'octobre, on peut voir deux choses. On a une forte hausse sur les softs sur le mois d'octobre, sur les matières premières. C'est le cas notamment du cacao qui a explosé, qui revient sur les niveaux plus élevés depuis plus de 25 ans. Et puis on a une baisse, cacao et sucre d'ailleurs, et puis on a une baisse plutôt marquée sur les matières premières agricoles, surtout sur le matif, avec des fondamentaux lourds en toile de fond. Et on va le voir juste derrière, le retour à l'achat des fonds pourrait peut-être changer cette dynamique. Vous avez devant vous un graphique qui a été réalisé par Peak Trading Research, qui est très bien fait d'ailleurs et qui montre que la position nette des fonds est la plus faible depuis 3 ans. On a un short net de 47 000 contrats, à peine 2 milliards de dollars investis sur les matières premières. Alors ce point-là est intéressant. Aujourd'hui, quel est l'intérêt peut-être d'un fonds de venir prendre du risque à aller investir sur des matières premières, des softs, des matières premières agricoles, alors qu'on peut avoir un taux sans risque proche des 5%. Ça, c'est une question qui reste ouverte. Et ensuite, la vraie question, c'est quel sera l'élément déclencheur pour un retour à l'achat des fonds? Est-ce que c'est un changement sur les fondamentaux, donc sur les bilans? Est-ce que c'est de la macro? Est-ce que c'est de la géopolitique? Voilà, il va falloir trouver quel va être le driver qui pourrait faire remonter ces prix sur le premier trimestre 2024. En attendant, on a plutôt une perspective haussière sur les grains et oléagineux sur le premier trimestre 2024. Pourquoi? Parce que vous avez devant vous les positions des fonds à date, que ce soit sur le maïs, le blé américain, le wheat, le soja et le tourteau. Ce qu'il faut retenir, c'est maïs-blé, on a une situation où les fonds sont très short. Si on regarde par exemple le maïs, ils sont short de, je crois que c'est 144 000 lots, je crois, à vendredi dernier, c'est 165 000 lots même. Et la moyenne mobile 12 mois,
à cette période, c'est un long de 19 000 lots. Donc ça montre bien que, en fonction de la situation, on pourrait avoir quand même un retour à l'achat de la part des spéculateurs, et donc ça pourrait faire remonter les contrats. Seul le complexe oléagineux soja et tourteau est pour le moment haussier, mais il leur manque, ils ont de la marge en fait, puisque sur le soja, ils sont longs d'à peine 23 000 lots, la moyenne 12 mois c'est 90 000 lots. On le voit d'ailleurs sur les derniers mouvements observés sur le soja, la situation brésilienne, Amérique du Sud inquiète les opérateurs et le soja remonte et peut remonter vite. Si on revient du coup sur le blé et l'échéance mars 2024, vous avez du coup devant vous le graphique en périodicité hebdomadaire. On voit que le blé en fait évolue et continue d'évoluer dans un canal baissier long terme. Il n'a pas réussi à sortir par le haut de son canal. Le blé mars consolide autour des 235 €. Au regard des fondamentaux actuels, de la situation et de la faible demande intérieure, l'avis de KCI, c'est qu'on peut avoir encore une pression baissière sur les prix. Le point bas reste limité à 220 €. On voit par contre une tension sur le premier trimestre 2024. Le premier point à aller chercher, c'est 243,50 en résistance, voire 250 €. Alors, la question, c'est jusqu'où on peut remonter derrière. Xavier, là, en a parlé. Il y a une forte rétention de la part des agriculteurs. Alors, au moment où ils vont sortir, ça appuiera également sur le contrat. Donc voilà, les deux forces vont venir s'opposer. Donc un rachat potentiel des fonds, mais également une avancée dans les couvertures des agriculteurs. Globalement, on pourrait avoir un contrat blé et mars qui pourrait revenir sur la zone des 245-250 € avant la fin du premier trimestre 2024. Sur l'analyse technique sur le wheat américain, on est un peu sur la même chose. On a un mouvement, on a déjà un contrat wheat qui évolue proche du pivot des 6 $. On a une baisse qui, en tout cas aujourd'hui, au regard des fondamentaux de la technique, qui est semble-t-il limitée au support des 5,50 $ d'ici la fin de l'année. On a une situation géopolitique qui reste incertaine, Russie-Ukraine et puis au Moyen-Orient. On a des conditions météorologiques incertaines et on a des fonds qui sont à date short, peut-être trop short dans le marché. Donc on a une tendance baissière qui peut rester jusqu'à la fin de l'année, mais on a quand même de nombreux points de vigilance à la hausse. Et on pourrait très bien avoir un retour du blé américain proche des 7 $ d'ici la fin du premier trimestre 2024 en raison de ces points annoncés. Voilà pour le point blé. Je laisse la parole à Xavier pour le bilan sur les oléagineux. Alors concernant les oléagineux et avant de parler plus précisément du colza, comme les oléagineux c'est un complexe, il est important de regarder bien entendu ce qui se passe sur l'ensemble des matières premières concernées, que donc soja, colza, tournesol, et puis on rajoutera bien entendu l'huile de palme, qui n'est pas un oléagineux mais qui est partie prenante encore une fois sur ce complexe-là. Pour noter effectivement le grand point que Cédric a déjà évoqué qui concerne le soja, dont il n'y a pas si longtemps que ça sur cette culture, les pronostics étaient plutôt très positifs, plutôt favorables, voire partant sur une production importante à comparer aux années précédentes, sauf que effectivement les conditions climatiques qui pèsent actuellement au Brésil et qui inquiètent de plus en plus le marché ces derniers jours et pas plus tard que hier, avec une inquiétude supplémentaire concernant donc encore une fois ces conditions au Brésil, qui ont eu comme répercussion d'ailleurs une évolution sur les prix. Le colza hier a pris 13,50 € de hausse en lien encore une fois avec ce qui se passe encore une fois sur cet environnement concernant le soja. Concernant les situations aussi américaines, il y a quelques inquiétudes aussi bien entendu par rapport à par rapport au rendement encore une fois attendu sur cette culture. Là où c'est plutôt positif, c'est ce qu'on peut s'attendre sur l'Argentine, dont la production devrait vraiment là être particulièrement importante au regard et en lien et en comparaison avec la campagne précédente. Donc globalement encore une fois des perspectives globales oléagineux plutôt encore favorable, mais avec gros point d'interrogation encore une fois sur ces risques climatiques qui tournent autour du Brésil et qui fait l'actualité ces derniers jours. Maintenant, quand on regarde plus précisément le colza,
avec les bonnes nouvelles qu'on a eues quand même donc au Canada, principal producteur de canola bien entendu sur la planète, eh bien le bilan sur les principaux pays exportateurs est plutôt bon, voire très bon, avec donc plutôt une tendance plutôt lourde et avec une petite inquiétude concernant l'Australie, bien entendu avec le phénomène climatique El Niño, mais qui a priori, selon les experts, aurait a priori moins d'impact que sur les grains. Et d'ailleurs, ces dernières semaines, on prédit plutôt une révision encore une fois à la hausse de la production pour vérifier et confirmer que cet impact El Niño finalement serait pas aussi catastrophique que prévu. Et donc tout ça vient, je dirais, alourdir un petit peu plus le bilan, encore une fois, avec une bonne production canadienne qui vient rassurer un petit peu, bien entendu, les marchés. Donc en termes d'évolution des prix, bien entendu, aujourd'hui, le vrai driver, c'est le soja, le prix du soja, avec une petite particularité quand même sur l'Europe, avec finalement aussi, j'en ai pas parlé, mais une très très bonne production de l'Ukraine, qui va probablement aussi impacter plutôt à la baisse, bien entendu, les prix sur la zone euro à travers les importations que peut réaliser donc encore une fois l'Union européenne par rapport à tout ça. Là, en termes de demande, il y a une demande assez soutenue pour le moment sur l'Asie, sur le court terme, même si globalement ça reste encore un petit peu inférieur par rapport à la campagne 2022-2023. Alors quand on regarde les cotations sur le colza, alors sans intégrer bien entendu la hausse d'hier, avec une hausse encore une fois de 13,50 € la tonne sur le contrat février 2024. Quand on regarde le schéma, on est quand même, on voit qu'il y a une forte volatilité, encore une fois, qui s'explique surtout par les enjeux autour du soja, mais aussi, bien entendu, par le pétrole, en lien avec les débouchés, notamment à travers les huiles et la fabrication de biocarburants. Et quand on regarde les échéances orientées plutôt récolte 2024, peut-être que là aussi, pour les agriculteurs, il y a un intérêt à regarder de très près, voire à s'engager, parce que dans le même temps, encore une fois, à l'échelle des agriculteurs, les intrants ont quand même baissé significativement. Sauf que quand on regarde la situation en France, comme évoqué sur le blé, eh bien, même chose, on constate un fort mise en dépôt en fait des agriculteurs, donc auprès des coopératives et des négoces, pour représenter un niveau record, même chose, donc une rétention de vente de la part des agriculteurs qui peut poser encore une fois problème, bien entendu, pour les OS en matière de commercialisation à partir du moment où ils ne sont pas propriétaires de la matière première, même si elle est logée dans les structures de ces OS. Donc une récolte française plutôt retour à la normale, même si grande déception par rapport au niveau des rendements, alors que les surfaces avaient quand même plutôt augmenté, et donc cette rétention de vente qui est le fait majeur de l'actualité, comme on a pu le voir également concernant le blé. Alors Cédric, dans ce contexte-là, quelle est l'analyse technique concernant le colza ? Merci Xavier pour ce point. Sur le colza, le bilan est très lourd. Les fondamentaux sont lourds. Si rebond technique il y a, ce serait uniquement sur la situation climatique en Amérique du Sud et dans le suivi de la hausse possible du soja. On a un point intéressant à noter. On a quand même un colza qui est, donc là vous avez le graphique sur l'échéance février 2024 en périodicité hebdomadaire. Le colza a quand même réussi à ne pas casser les 400 €, a réussi à reprendre son élan grâce au soja. On a une hausse qui reste quand même fragile pour l'instant. Bilan lourd en Europe, sur plus de 250 000 tonnes de plus par rapport à l'année dernière. On a des perspectives aussi d'importation de graines ukrainiennes sur la deuxième partie de saison qui devrait être plus importante sur l'Europe en raison du retard pris sur la première partie de saison à cause de la guerre. Ça va venir alourdir un petit peu ce bilan. Bon, le seul point possible, c'est les perspectives sur le Brésil qui pourraient faire rebondir le colza à court terme. Aujourd'hui, on a un colza qui évolue autour des 430, 400, 440 €. Globalement, l'idée, ce serait d'aller chercher la zone des 450 et pourquoi pas de revenir proche des 460, 480 sur le pré-trimestre 2024.
seulement si le problème météorologique se confirme, avec un retour à l'achat des spéculateurs. Alors juste, je reviens sur le colza, excusez-moi. D'ici la fin de l'année, on peut quand même avoir un retour à la baisse si vraiment les fondamentaux sont pricés, et on peut avoir un retour proche des 400 euros. Ça, c'est un point clé à retenir. Sur le soja, on a plusieurs points à retenir. Les incertitudes sur l'hémisphère sud. On le dit, on le redit. Attention à la position des fonds. On l'a vu juste avant. On a quand même des ventes US qui sont à la traîne, mais on a un retour d'acheteurs chinois, on l'a vu la semaine dernière. Ils reviennent vers l'origine US en cas notamment de problèmes sur le Brésil. Les ventes US sont aujourd'hui à la traîne, on est autour des 45% des objectifs de vente réalisés, donc on est 5 points en dessous de l'objectif. Le bilan soja aux États-Unis est quand même assez lourd, on l'a vu avec le dernier rapport USDA, une hausse de la production, une hausse des stocks de plus de 11%. Donc ça, c'est venu impacter un petit peu la dynamique la semaine dernière, notamment en fin de semaine sur le soja. Mais voilà, on est sur une situation de prime de risque météorologique. Les fonds reviennent à l'achat sur le soja et pourraient renvoyer le contrat très rapidement sur le pivot des $14, voire $14.40, $14.50. Ça, c'est l'idée, et donc on est plutôt haussier soja. Donc ça vient bien contrebalancer l'analyse technique sur le colza. Difficile de voir un colza baisser beaucoup plus si le soja remonte. Il faudra également suivre avec attention en fait le mouvement sur le canola. Le canola essaye de sortir par le haut de son canal baissier. Il y a des tentatives. Donc, si le canola remonte, on pourrait avoir aussi un colza qui viendrait payer cette prime de risque. Voilà pour l'analyse technique sur le léagineux. Enfin, la dernière matière première, le maïs, où on est donc sur un contexte assez proche des oléagineux, donc plutôt des fondamentaux lourds, avec donc des niveaux de production bons, voire très très bons, dans un certain nombre de régions, et avec bien entendu toujours l'inquiétude qui pèse sur le Brésil, avec donc des révisions plutôt à la baisse concernant la production brésilienne. Mais globalement, quand on regarde un petit peu les bilans mondiaux, que ce soit le CIC, que ce soit encore une fois l'USDA, on est plutôt sur une production qui devrait être plutôt excédentaire à l'échelle mondiale, avec donc de très bonnes nouvelles bien entendu en Argentine, aux États-Unis qui connaît et avec une révision à la hausse plutôt des rendements, et donc qui vient alourdir encore un peu plus le bilan américain, et puis un retour à la normale concernant la zone Europe après l'année catastrophique, la récolte catastrophique 2022. On revient sur des niveaux plutôt intéressants. Et puis à noter encore une fois, comme évoqué sur le colza et le blé, le fait que l'Ukraine, malgré le conflit, finalement a réussi à maintenir un niveau de production tout à fait honorable, avec donc son positionnement bien entendu pour venir alimenter les besoins de l'Union européenne et en particulier de l'Espagne. Alors quand on regarde justement le commerce mondial, on peut constater, quand on compare par rapport aux précédentes campagnes, le fait que les exports ont été particulièrement forts, voire très très élevés, et du fait notamment de la Chine qui est revenue aux achats de façon assez importante. J'aurais pu l'évoquer également pour le blé. La Chine est vraiment là sur cette période en train de revenir aux achats, et de façon plutôt massive. En l'occurrence, les structures, les pays qui alimentent en fait et répondent favorablement à ces besoins, c'est quand même plutôt le Brésil qui en profite de façon particulièrement importante, et ce qui pose problème effectivement à la perspective de l'évocation des stocks fin de campagne, qui devraient dans ce contexte-là augmenter significativement, mais du seul fait en fait de la forte augmentation des stocks du maïs américain. Comme le Brésil a pris la place concernant la Chine pour répondre favorablement aux besoins de la Chine, eh bien le premier pénalisé, c'est les États-Unis, et donc on s'attend à ce que ce niveau de stock fin de campagne soit particulièrement élevé, et donc ce qui vient alourdir l'évolution des prix quand on regarde l'évolution des échéances mars 2024 et novembre 2024, qui
au même titre de ce qu'on avait pu voir sur le blé, sont plutôt baissiers. Ça stagne un petit peu, c'est baissier. Il y a cette inquiétude climatique, encore une fois, qui pèse sur le Brésil, qui peut influer, donner un autre sens concernant l'orientation des prix, mais à mon avis, sans aller trop haut, car encore une fois, les fondamentaux sont plutôt lourds, voire très lourds concernant le maïs. À noter enfin que en termes de niveau de prix, on est quand même encore très très loin des niveaux de prix qu'il y avait avant la crise sanitaire, ou plutôt pendant le début de la crise sanitaire. Octobre 2020, on était autour des 170 € la tonne. On en est quand même extrêmement loin, même si en même temps, bien entendu, les coûts de production pour les producteurs ont augmenté significativement au regard, encore une fois, de la hausse importante des charges d'intrants et d'engrais en particulier. En France, donc, pour le coup, on est sur un niveau de récolte bonne, voire très très bonne, avec de très très bonnes surprises en matière de rendement, notamment dans le sud-ouest, qui en moyenne dépasse bien entendu les 3 chiffres, supérieurs à 100 quintaux l'hectare. Donc une très très bonne récolte et en raison bien entendu des niveaux de prix qui sont plutôt bas et un intérêt porté par les fabricants d'alimentation animale par rapport à cette matière première, à comparer aux autres que sont l'orge et que sont le blé. Et effectivement, le maïs aujourd'hui, sur le court terme, a plutôt un effet positif concernant, encore une fois, les fabricants d'alimentation animale. Et à noter aussi le fait que comme on a une bonne récolte, on a un disponible exportable non négligeable, le fait qu'en matière de compétitivité, on se positionne plutôt pas mal concernant donc l'Espagne par exemple, à comparer au prix du prix au niveau du port de Tarragone. Donc on a un bon positionnement prix, mais malheureusement quand même une forte concurrence, notamment du maïs ukrainien, voire du maïs des pays de l'Europe de l'Est, que sont la Roumanie et la Bulgarie en particulier. Donc plutôt une situation encore une fois très lourde et à voir un petit peu maintenant comment ça va se passer sur la suite. En termes d'analyse technique, Cédric ? Alors, sur l'analyse technique du maïs, vous avez devant vous donc le contrat maïs sur l'échéance mars 2024 sur le Matif, donc périodicité hebdomadaire. On a les cours du maïs qui suivent ceux du blé. Les opérateurs sont encore tournés vers les conditions climatiques sur ce contexte météorologique. On a une tentative du sortie par le haut du canal baissier long terme avec un test de la zone des 212 €. Ça sera le point à suivre. En cas de succès, on peut avoir un contrat maïs qui remonte vers 220 € en première résistance. À l'inverse, si effectivement, comme l'a dit Xavier, la situation est très lourde sur le bilan maïs, on pourrait avoir un retour sur la zone des 200 voire 196,75. L'objectif, c'est d'avoir une consolidation plutôt latérale jusqu'à la fin de l'année avec très peu de mouvements. On voit avec des volumes assez faibles quand même traités sur le Matif, des opérateurs quasi absents, une liquidité assez faible aujourd'hui sur le maïs. L'objectif sur le premier trimestre, c'est une hausse du maïs avec un retour sur la zone autour des 220-225 € maïs. Sur le corn, c'est un peu la même chose. On a un disponible mondial qui reste très confortable pour le moment, puisque tout va dépendre en fait des niveaux de production en Argentine et au Brésil. C'est qu'il y a 2 des 4 principaux exportateurs sur l'hémisphère sud, et pour l'instant on a un gros point d'interrogation sur cette situation. On a des fondamentaux lourds au niveau mondial, on a des cours très volatiles avec le Brésil, on a un maïs US qui pourrait reprendre des parts de marché sur le Brésil, et ce point-là pourrait limiter la baisse autour des 4,74 $, 4,70 $. L'idée, c'est d'avoir, voilà, on le voit sur les bougies techniques, on a 3 semaines d'affilée de baisse sur le maïs, on peut en avoir une 4e. La baisse nous semble limitée pour l'instant sur la fin de l'année à 4,70 $. L'objectif est plutôt une consolidation encore latérale, consolidation légèrement haussière sur le pivot des 5 $ avant en fait de réanalyser la situation sur le début du trimestre 2024. Donc entre la position des fonds, les incertitudes qui demeurent, on a plutôt une vue haussière sur le premier trimestre 2024, également sur les cours du corn américain. Autre point important, je voulais noter, si on regarde les chiffres, le Brésil aujourd'hui est là sur les exportations, puisque le Brésil a exporté plus de 8 millions de tonnes de maïs sur le mois d'octobre. C'est quasiment 2 millions de tonnes de plus par rapport à l'an passé.
Donc pour le moment, c'est le Brésil qui prend la part de marché aux Américains, mais c'est vrai que en fonction de la situation et de ces changements, le marché américain, la compétitivité du marché américain et du maïs pourrait revenir sur le devant de la scène. Voilà pour ce qui est de l'analyse des bilans, de l'analyse technique sur cette web conférence. Nous allons passer aux questions-réponses. Alors d'abord à la conclusion, pardon. Très vite, la conclusion. Vous l'avez bien compris, on est après l'analyse des fondamentaux selon les espèces, soit dans des environnements déficitaires, soit dans des environnements plutôt excédentaires, notamment concernant le maïs, comme on vient de l'évoquer. Mais on est quand même soumis à un bon nombre d'incertitudes encore. Le point macro évoqué tout à l'heure par Cédric nous indique que en matière de croissance économique, 2024 s'annonce quand même pas forcément sous les meilleurs auspices. Mais les yeux aujourd'hui sont quand même rivés sur le positionnement et la façon de la consommation qui se passe en Chine et sur le fait de constater quand même que sur le court terme il y a quand même pas mal d'achats qui ont été réalisés, ce qui donne un petit peu d'espoir, sauf que effectivement 2024 s'annonce quand même pas effectivement de façon très très importante. En termes de production, on l'a bien vu, 2024, récolte 2024, les assolements pourraient être modifiés en fonction des conditions climatiques dans un certain nombre de zones géographiques et en particulier chez nous, avec la difficulté dans un certain nombre de départements de pouvoir terminer les semis de blé en particulier. Et puis, rappelez-vous également le fait que depuis ce contexte et notamment donc depuis le conflit entre la Russie et l'Ukraine, il y a probablement eu aussi un certain nombre d'impasses par les producteurs sur les engrais, et ça c'est un sujet qui n'est pas proprement franco-français, ça concerne tous les producteurs à l'échelle mondiale. Ces impasses concernant les engrais peut potentiellement quand même avoir bien entendu des incidences sur les volumes en matière de rendement, parce que les conséquences peuvent être quand même particulièrement importantes. Et puis on rajoute un petit peu à tout ça des situations géopolitiques un peu compliquées. Alors on l'a évoqué, la situation au Moyen-Orient aujourd'hui n'a pas visiblement eu d'impact très très fort sur les matières premières agricoles, a priori même pas non plus sur le pétrole. On ne sait pas comment tout ça va se passer, bien entendu, dans les prochains mois, prochaines semaines, à regarder de très près. Et puis, donc, ce qu'a évoqué Cédric sur le poids des fonds, qui finalement sont quand même un petit peu moins actifs sur ces matières premières, pourrait jouer quand même, encore une fois, sur cette notion de volatilité des prix qui, selon nous, est toujours d'actualité. Merci Xavier pour cette conclusion. On va passer aux questions. Il y a une première question sur le potentiel de la hausse du blé et du colza jusqu'au mois de mai 2024. Question de Jean-Pierre. Bon, on y a quand même répondu. L'avis de Cassis aujourd'hui, si on doit se mouiller au regard de la technique et des fondamentaux, on a plutôt une vue haussière sur le blé et le maïs. Xavier l'a expliqué également, on peut avoir cette vue sur le blé avec peut-être une course et un retour à la course à la protéine. Il y a énormément de blé qui vont être classés en fourragé. La recherche de la protéine, notamment pour les appels d'offres, va être un point de crispation et qui pourrait se retrouver sur les cours du matif, qui donc représente un blé protéiné. Donc ça, c'est un point à garder à l'esprit. Le colza, c'est un peu la même chose. Le colza, en raison de la situation sur l'Amérique du Sud, des incertitudes, on pourrait avoir une hausse du colza par sympathie avec le soja. Donc on pourrait avoir un retour sur la zone des 450 d'ici le mois de mai 2024. Le blé, un retour au-delà des 240. Donc voilà, on a plutôt une tendance plutôt haussière sur le premier trimestre 2024 sur les céréales. D'ici la fin de l'année, quand on regarde les volumes traités sur le matif jusqu'à présent, on a une très bonne année, mais on voit qu'il y a un essoufflement sur le début du mois de novembre et puis des acteurs moins présents, notamment du côté des agriculteurs avec, comme l'a expliqué Xavier, beaucoup de rétention. C'est un point à garder aussi également en tête puisque la moindre étincelle, la moindre hausse, le déclenchement de couverture vendeuse pourrait également empêcher les contrats de remonter plus haut. Donc il va y avoir un point d'équilibre qui va être trouvé. L'avis KCIS également, je laisse la parole à Xavier, c'est
pourquoi pas regarder au regard de la volatilité des prix aujourd'hui, des calls décalés sur des échéances mars ou mai 2024, février ou mai 2024 sur le colza, et garder justement cette capacité à réagir en cas de forte hausse des prix. Et voilà, donc regarder des calls décalés, ça peut être intéressant pour vous. Je rajouterai une toute petite chose concernant la problématique de la rétention, effectivement, de la part des agriculteurs. Force est de constater que c'est pas un sujet franco-français. Même chose, c'est que dans d'autres régions production de blé, de céréales en particulier, comme l'Ukraine et comme la Russie, il y a aussi de la rétention de leur côté auprès d'un certain nombre encore une fois, de producteurs. Donc, ce qui pourrait à un moment donné, si personne décide de vendre, effectivement, d'alimenter et d'encourager le fait que les prix repartent plutôt à la hausse. Alors la question c'est quand. Globalement, encore une fois, on peut penser qu'effectivement en seconde partie de campagne, il y ait espoir entre guillemets que les prix reprennent cette tendance plutôt haussière. C'est le cas également en Argentine, avec une situation économique très difficile, une inflation à plus de 130% dans le pays, et des élections présidentielles qui vont se tenir dimanche. Donc, ce sera un point à suivre pour vous, notamment sur les marchés, la situation en Amérique du Sud et aussi en Argentine. Est-ce qu'on a une autre question? Quel impact peut-on attendre du conflit ukrainien et de son évolution sur les marchés? Donc, c'est Thierry qui nous pose cette question. Alors, l'expérience qu'on a vécue Cassis cet été, c'est que, comme on l'a expliqué avec Xavier, c'est que on a un flux, on a une alternative maintenant logistique qui a été trouvée par le Danube. Au mois de juillet, avec les bombardements sur le Danube, c'est venu un peu crisper, donc la logistique. Le marché a tout de suite répercuter cette situation géopolitique sur les cours en termes de prix. On a eu jusqu'à plus de 1500 appels par jour. On a les prix qui ont explosé et qui ont monté très vite avec une forte volatilité des prix. Donc aujourd'hui, voilà, sous le conflit ukrainien, on a un gros point d'interrogation. Les marchandises sortent, mais jusqu'à quand et jusqu'à quel moment? Voilà. Donc ça, c'est un gros point d'interrogation. On ne sait pas. Et puis quand même le fait que l'Ukraine a quand même développé leur propre corridor, ouais, qui au début finalement s'est bien passé. Il n'y a pas eu de bombardement de la flotte russe concernant donc les bateaux qui ont quitté les principaux ports ukrainiens mer Noire. Les choses, encore une fois, peuvent évoluer du jour au lendemain en fonction, bien entendu, des positions prises par la Russie dans ce contexte-là. Mais c'est vrai que sur ce début de campagne, ça a quand même été plutôt favorable et donc les Ukrainiens ont quand même sorti plus que prévu. Alors, j'ai pas en tête le nombre de bateaux, mais ça commence à prendre quand même des proportions plutôt importantes, et donc ce qui est plutôt une manne intéressante, bien entendu, pour l'Ukraine. Comment tout ça va évoluer demain, grand point d'interrogation, bien entendu. Voilà. Bon, l'exercice est toujours frustrant puisqu'on a à peine une heure pour faire le point macro et les fondamentaux blé, maïs, colza. Bon, gardez à l'esprit que l'avis Cassis aujourd'hui est plutôt une consolidation sur les prix actuels jusqu'à la fin d'année et un avis, encore une fois, basé sur les fondamentaux et la technique, un avis plutôt haussier sur le premier trimestre 2024. Nous sommes disponibles si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mot, un email ou nous téléphoner. La prochaine webconférence aura lieu le 14 février prochain. Donc si vous ne savez pas quoi faire pour la Saint-Valentin, on sera là dès le matin avec vous. Nous vous souhaitons des bonnes fêtes de fin d'année, puisque c'est bientôt l'heure des fêtes de fin d'année. Et à très bientôt pour cette nouvelle webconférence. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.